Bon matin les drafteux. 3 jours sont déjà passés depuis notre repêchage. Nos émotions ont eu le temps de décanter un petit peu. C'est l'heure d'un petit survol. Question de patienter d'ici le vendredi, je pense que c'est le 27 juin, pour l'événement de la Ligue nationale. Afin d'essayer d'avoir des épisodes courts, je vais séparer la première ronde en 3 shows. Certains joueurs, je vais passer rapidement car j'aurais pas observé jouer des matchs directement. Mon but est de donner mon opinion personnelle, pas répéter ce que j'ai lu dans une revue ou même aperçu dans un highlight YouTube. En fait, parlant d'highlights YouTube, j'ai regardé aucun highlight cette saison sur les choix potentiels de première ronde, sauf Anton Frandel. Lui, je l'ai observé parce que, à part le U18, j'avais pas vu de game de lui cette saison. Puis il m'avait pas impressionné au U18. Fait que quand même, je voulais me faire une bonne base, une bonne tête, disons, sur son potentiel. Fait que je vise 12 minutes par show. 12 peut-être pour le premier à cause de cette petite introduction. Fait que go, on start ça. En 2025, je m'attendais pas à voir des revirements de situation ou un rebondissement avec le premier choix total. On s'entendait à peu près tous pour dire que c'était Matthew Schaeffer qui allait finir au premier rang. Si on regarde à l'écran, dans les revues spécialisées, puis ceux qui se sont déjà prêtés au jeu à faire le liste dans notre gang, il y a Lewis qui mettait Misa premier, mais tous les autres, on mettait tous Schaeffer au premier rang. Mais où est-ce qu'il y a eu un petit peu de rebondissement? C'est le fait que, évidemment, on se en rappelle, si on suit la chronologie des événements, il y a quoi, 5 ou 6 semaines, Vegas a gagné le repêchage, la loterie. Fait qu'il est tombé du 10e au premier rang. Puis quelques jours, voire même 2 semaines avant le repêchage, ils ont décidé d'offrir leur premier choix sur le marché des échanges. J'avoue qu'au début, je pensais que Ben essayait de faire un petit peu de battage médiatique autour de cette loterie gagnée-là. Mais avec son explication dans son vidéo qu'il a faite pendant le repêchage, j'ai bien aimé ça. Il s'attendait à avoir un choix, comme je dis, je pense que c'est 10e. Puis là, il se retrouvait avec le premier. Fait que ça ne dérangeait pas de reculer pour cibler, probablement pour repêcher le joueur qui ciblait, mais en plus en amassant plusieurs choix. Son échange, à proprement dit, était le premier au total à Columbus. Il a reçu en retour le 11e au total qui est devenu Jackson Smith, ainsi que Consta Elenius qui a été repêché l'année passée 14e, puis Brent Segnagard, un 18e l'année passée. Ah, puis il a mis la main aussi sur le deuxième de Montréal en 2026. Fait que c'est quand même un bon échange pour les deux. Jerry a tout un club. Fait que cette année, le meilleur joueur du draft, c'est parfait pour lui dans les conditions. Puis aussi pour Ben, ben, ça lui permet d'accélérer sa reconstruction. Je ne parlerai pas nécessairement de Schaeffer en long et en large parce que je ne l'ai pas scouté. J'ai vu une game au début de l'année, là, en octobre ou en novembre, dans son équipe. Puis j'ai vu 2 games avec Team Canada. La seule affaire qui m'a impressionné avec Team Canada, c'est qu'on a tous vu, à part la première game, là, contre un club, je ne me rappelle plus qui, là, c'était en tout cas un club de B, hein, disons. Mais dans la deuxième game, on voit déjà qu'il y a une coche sur Sam Dickinson que j'adore. Fait que si Schaeffer est vraiment au-dessus de Dickinson déjà, avec un âge 1 an et demi, je crois, 14 mois de moins, ça prouve qu'il va devenir vraiment un joueur élite dans la Ligue nationale. Au deuxième rang, les Sabres de Buffalo repêchaient, mais ils ont échangé leur choix 24-48 heures avant le repêchage, là, en tout cas dans la dernière semaine, à Edmonton, qui avait le troisième au total. L'échange est simple à suivre, c'est le deuxième au total qui est devenu Michael Misa contre le troisième. Puis surprise, moi j'étais vraiment persuadé que ça allait être dénoyé, qu'elle allait être repêché. Finalement, ça a été James Higgins, puis un choix de deuxième ronde des Oilers, qui est devenu Maxime Chabanov. Michael Misa, je l'ai beaucoup scouté cette année. Pas parce que je pensais pouvoir l'obtenir avant la loterie, j'avais le cinquième au total, mais c'est parce que je me disais peut-être je pourrais m'avancer, puis je m'en suis pas caché que je cherchais principalement des attaquants. Fait que ici, je peux vous montrer le genre de fiche que je me suis monté. Ça, c'est pas ça. Je vais vous montrer ça à l'écran. 2 petites secondes. Ah, à plein ça. Je vais agrandir un petit peu. Hop, c'est un petit peu trop. Ok, parfait. Mettons là, pour les games, après, dans le fond, après les séries de la Ligue canadienne de hockey, je me suis fait une fiche pour chaque joueur. Comme là, on peut voir Michael Misa, j'avais scouté 16 games que j'ai écouté de lui, les petites statistiques, puis les points positifs et négatifs du joueur.
Bon, par exemple, pour les positifs, la vision, les chiffres que j'ai marqués, 7, 7, 6 à côté, c'est sur les 16 games, c'est combien de fois j'ai noté cet aspect-là du joueur. Fait qu'autrement dit, si j'ai vu un gars jouer 5 fois, puis 2 fois, mettons, j'ai mis que c'est je sais pas moi, il a une bonne vitesse. Ça veut pas dire que sa vitesse est moins bonne qu'un autre que j'ai mis bonne vitesse 8 fois. Ça dépend aussi du nombre de scouting report que j'ai fait. Fait que dans le positif, on peut dire vision, two-way, IQ Elite, ça c'est très impressionnant de le voir aller. Une bonne vitesse, un tir pesant, actif dans les 3 zones. Les passing odds Elite pour Michael Misa. Pourquoi je marque ça comme ça? C'est vraiment parce qu'il prend tout le temps l'option safe dans son jeu. C'est quand même étonnant. Tu sais, on voit, mettons, je vais prendre l'exemple de Jake O'Brien. Lui, il l'a pas du tout là-dessus. Il essaye tout le temps la bombe, le Hail Mary, si on veut. Fait que pour Michael Meza, là-dessus, c'est vraiment le top du repêchage cette année dans les attaquants. L'aspect négatif, ne tire pas sur réception. Il a marqué 2 fois sur 16. C'est pas tant, mais souvent, il y avait une occasion. Là. Il est du côté, mettons, à la Kyle Connor ou Ovechkin, puis il le fait pas. Il réceptionne, la passe était belle, n'était pas sautillante, puis il est mieux essayer de créer un jeu. Pourquoi? Je me suis dit, peut-être parce que son shot est ordinaire, ou du moins la précision de son shot. C'est pas que son tir, il est quick, il est pesant, mais souvent il essaye les coins, comme toutes les vedettes, puis il rate beaucoup d'opportunités. L'autre aspect négatif de Michael Misa, ce serait qu'il n'ose pas son jeu d'un cran. J'avais écrit ça dans la saison, parce que chiffre après chiffre, il est tout le temps égal, mais j'avais hâte de le voir parce qu'il y avait un match, c'était dessus. Je me rappelle plus, c'était Sudbury. En tout cas, peu importe. L'équipe perdait par un but. C'était 3-2 en troisième. Puis à tous les chefs, il faisait un beau jeu, mais il n'en donnait pas le petit plus. On dirait qu'il n'ose pas son jeu d'un cran, justement. Fait que je m'étais noté une note après la saison de regarder en série ce qu'il allait faire de ce côté-là. Puis je l'ai tout de suite vu aussi. En série, ça a été probablement son problème. Là, j'ai comme un petit blanc. Je pense que c'était Michael Spence qui jouait contre Misa en première ronde. Lui, on a vu vraiment qu'il pouvait être clutch, tandis que Misa l'est moins. C'est un petit peu pour ça que j'ai parlé du comparable Jason Spezza en version two-way. Là, parce que Spezza aussi, je pense que c'était son défaut dans sa carrière. Il n'était pas capable de donner le petit plus. Comme je l'ai expliqué, un peu flashy, joue les odds en entrée de zone, tend à ralentir l'action, un peu comme Saku Koivu. C'est un métronome dans ses performances pour les avantages, mais aussi ses inconvénients. Fait qu'on sait à quoi s'attendre. Misa va devenir une vedette Ligue nationale. Assurément le meilleur attaquant, à mon avis, pour le repêchage. Au troisième rang, j'en ai glissé un petit peu un mot tantôt. C'est Edmonton qui avait échangé son choix à Buffalo pour reculer d'un rang. Ça a été James Higgins repêché. C'est un autre joueur que je n'ai pas scouté beaucoup. J'ai une feuille ici de scouting. On peut voir. Je l'ai dit-tu écrit? Je ne suis même pas certain. Non, je ne l'ai pas écrit là-dessus. Je reviendrai sur cette feuille-là tantôt. C'est ça. Pour James Higgins, les Américains, j'ai eu beaucoup de difficultés à regarder des parties cette année. Il n'était pas diffusé sur les sites que j'écoutais. Flow Hockey, des fois, ça ne marchait pas. Il essayait des games, en tout cas, peu importe. Je ne reviendrai pas là-dessus. Fait qu'à part pour les événements comme le U18, les événements internationaux, je ne les ai pas vus. Aussi pour la confrontation CHL américain. Fait que James Higgins, je ne peux pas vraiment en parler. Ici, mettons, si je viens voir la note... avec le ranking de tout le monde. Vous pouvez voir, je n'ai pas mis rien sur la colonne qu'il y a là. Je n'ai pas mis rien d'intéressant sur James Higgins. De toute façon, c'était pas un joueur que je visais approprié, proprement dit, pour moi, pour mon rang. Mais autant au 5e, 7e rang, j'ai toujours été certain qu'il serait repêché dans les 4 premiers. Pour clore un petit peu sur le sujet des Higgins, surtout des Sabres, c'est quand même intéressant l'échange qu'ils ont fait d'essayer d'un rang, aller chercher celui qui était considéré pendant un bon bout de temps, même premier overall, puis d'aller chercher Maxime Chabanov, qui, selon plusieurs observateurs, c'était le meilleur joueur en Russie cette année disponible à venir dans la Ligue nationale. Au 4e rang, Seattle repêchait. Pour la première fois du repêchage, l'équipe gardait son choix. Ils ont sélectionné Porter Martin, un joueur que j'adore. Pourquoi? Oui, il est gros. Oui, il ne frappe pas autant qu'il devrait, mais c'est un leader. Dans la série, si je ne me trompe pas, en tout cas au moins une fois sûr, mais il me semble 2 fois, il s'est battu pour protéger un de ses coéquipiers qui avait été, mettons, martelé. Disons ça comme ça. Non, devant le filet, il y a vraiment une grosse présence, Martin. Ici, on peut voir sur la feuille que j'ai. On va l'agrandir.
j'ai quelques trucs à dire sur lui. Ah, mais au lieu de l'écrire là-dessus, là, au lieu de là, c'est tout petit à l'écran, là, pour vous autres, ça va être difficile à la voir. Je vais y aller différemment que ça. Je vais aller chercher sa feuille, sa fiche. Sa fiche ici, Martone. Voilà. Fait que Martone, je l'ai regardé 17 fois cette saison jouer. Ensuite, les positifs, le booming right shot. Dans le fond, là, un petit peu en angle, on voudrait dire, comme Cofield aimait se carrer avant que l'ANA soit là, il aime vraiment se positionner proche de la ligne des buts. Puis, oui, il est lent à décocher, c'est peut-être un défaut qu'il a, mais il est très précis et très pesant son tir. Ça, je pense que ça va être très vite transférable dans la Ligue nationale, surtout en powerplay. Peut-être pas à égalité numérique parce qu'il va avoir moins de temps pour décocher, mais c'est un joueur avec mettons des line mates qui vont être adéquats. Là, mettons, je le verrais avec Bedard. C'est sûr qu'il va devenir un excellent joueur, surtout en simulé. Fait que le fait qu'il soit pas physique paraîtra pas de temps. Il aime driver le net. Il est smart en neutral zone, c'est-à-dire qu'il se place bien pour couper des passes. Il a un bon IQ. Good straight line speed que moi j'ai noté. Au moment de le noter, j'ai rien regardé des revues, j'ai pas rien vu, mais je pense pas qu'il est décevant pour sa grandeur et sa grosseur. Mais il perd un petit peu de vitesse, mais pas un petit peu. Il perd beaucoup de vitesse quand il se met à changer sa ligne d'attaque. Ça, c'est un fait. Puis il a une bonne vision. Dans le négatif, une shape questionnable. Les fins de chiffres. Dans le junior, souvent, les joueurs vont jouer une minute 10. Puis cette année, j'ai tellement écouté de match, j'ai été étonné de voir, des fois, après 35 secondes d'un chiffre, il y a un hors-jeu. Zone centrale, l'entraîneur continue de remettre les mêmes joueurs qui étaient sur la glace. C'est quelque chose que j'avais jamais remarqué avant cette saison. Qu'on dirait vraiment que dans le junior, c'est une minute ton chiffre. Même si tu étais là depuis 42 secondes, on va te remettre pour les 18 secondes restantes. Ça, c'est un problème pour Martone. Parce que vraiment, ses fins de chiffre, il se donnait plus. On voyait qu'il n'y avait plus de jus. Son patin devenait déficient. Fait que c'est-tu son endurance, sa forme physique, ça, je ne sais pas. Ensuite, il y a une perte de vitesse en changement de direction, ça je l'avais dit tantôt. Les décisions sont lentes, puis manque d'accélération. Ah oui, puis j'ai marqué aussi incapacité à réceptionner des passes médiocres. Ça, s'il veut jouer sur un bon trio, ça peut être très. Ben, mettons, tu joues avec Bédard, ça me surprendrait que tu reçoives beaucoup des passes médiocres, mais parfois, tu n'as pas le choix par la bande ou quoi que ce soit, ça bondit. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il améliore. C'est-tu un problème de coordination high-hand, je sais pas. J'ai pas analysé ça en détail. Fait que j'ai pas mis vraiment de comparable. J'ai marqué top speed descend, mais son first step doit être travaillé. Tu sais, du poignet très lourd, de précis. Bon. Fait qu'on connaît tous Porter Martin. Je pense que top 4, top 5, Ligue nationale, là, c'est assez safe. Probablement le meilleur Québécois depuis quoi? En attaque. Je sais pas moi. Alexis Lafrenière, moi je dirais Jonathan Huberdeau. Parce qu'Alexis Lafrenière, moi je continue à rester sur ma faim. Jonathan Huberdeau a une belle carrière. Fait qu'au cinquième rang, les Hurricanes à Caroline ont repêché Caleb Desnoyers. Celui que je m'attendais à voir justement repêché troisième dans la Money League ou dans la plupart des ligues simulées en fait, pour l'aspect québécois. Si on regarde, mettons, sur la fiche ici de Monsieur Tout-le-Monde ainsi que les revues, Caleb Desnoyers, on voit que les prévisions, c'est pas mal entre 3 et 8. Celui qui le met le plus haut, c'est Snake Boisvert. Celui qui le met le plus bas, c'est moi, huitième. Caleb Desnoyers, lui, j'ai une fiche évidemment, parce que c'était dans le ranking. Comme je disais au début, je ne pas être cinquième. Je suis tombé septième à cause de la loterie. Fait qu'on va aller voir pour Desnoyers. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, le voilà. Fait que Caleb Desnoyers, je l'ai vu jouer 22 fois. Fait que je pense que je peux avoir un avis. Avant même de parler de mes avis. Pourquoi j'ai marqué centre right wing toute la saison? Ah, c'est un centre exceptionnel. Il est tout c'est Patrice Bergeron. C'est de la bullshit. Il a joué 90% des matchs à l'aile droite. À l'aile droite, là, ça te coupe peu importe, avec Pekarchik, puis c'était Sumpf, son centre. Est-ce qu'il y a une belle vision de jeu pour être un centre, Caleb Desnoyers? Oui. Est-ce qu'il est bon dans les mises au jeu? Faux. J'ai pas les stats, mais dans les games que j'ai regardés, il perdait la majorité de ses mises au jeu. Julius Sumpf, c'était sa force. Peut-être pour ça qu'ils l'ont mis. N'empêche que si tu es un joueur élite pouvant devenir Patrice Bergeron, c'est un petit peu décevant, cet aspect-là. Surtout que les pros disaient tout, c'est un centre, c'est un centre, c'est un centre. Ça, j'ai beaucoup de difficultés. Fait que ça n'enlève rien à son talent. Comme ici, dans ton côté positif, les passing skills, j'ai marqué 10.
pour ceux qui sont en visuel, là, 10 sur 22, mais dites-vous que c'est peut-être 20 sur 22. À partir de 10, je considérais que la caractéristique du joueur était validée. Fait que je continuais pas d'en parler. Fait que Great Passing Skill 10, Vision 7, Transition Elite 4, très bon en sortie de zone. Très intelligent, exceptionnel à capter des passes médiocres. Ça, probablement le meilleur que j'ai vu cette année au repêchage. Vraiment des passes qui bondissaient 2-3 fois, il réussit à les capter. Un bon board game, le long des rampes, vraiment. Puis le premier en repli. Ça, c'est très intéressant. De là, son aspect two-way. Négatif, ne bouge pas les pieds. 4 fois sur 22. C'est un des joueurs que j'ai vu le plus se laisser aller. Pas quand il est le premier en repli, par contre. Mais quand il est le deuxième, troisième, encore là, c'est une question d'économiser des énergies parce que les chiffres sont plus longs. J'ai hâte de le voir, mettons l'année prochaine, ou du moins s'il joue quelques matchs dans le camp d'entraînement de son équipe Ligue nationale. Ça va être intéressant de suivre. Joue beaucoup du bout du bâton. Il y en a qui en deviennent une spécialité. Pour moi, c'est un petit peu négatif en ce moment parce qu'il y a quand même la shape à 6 pieds 2 à 6 pieds 2, 172 pour essayer de combattre physiquement. Puis l'autre aspect que je trouve un petit peu négatif, c'est pas négatif dans le sens que Misa aussi est comme ça, ne confondre jamais un contre un. Misa aussi le fait pas. Mais je trouvais que les skills qu'il avait dénoyés, il aurait dû tenter davantage de jeux de la sorte. Peut-être à cause de son patin, c'est ce que j'ai noté. Là. Manque un peu de vitesse ou c'est un Koivu style. Fait qu'un comparable, je n'ai pas mis nécessairement. Excellent dans tous les impondérables, vision, smart, agilité, fluidité. Ce qui m'impressionne le plus, c'est son habileté à se sortir d'un 1 versus 1. Il est très élusif, un peu à la Hudson. Mais offensivement, je reste indécis. En série, il avait davantage de flash. Sans doute est-il plus à l'aise au centre. Ah ouais, parce qu'au centre, c'est vrai, surtout en première ronde, puis en deuxième ronde, il s'est remis à jouer au centre davantage qu'en saison. Pas question de me faire mentir. Au sixième rang, l'Avalanche du Colorado ont repêché Anton Frandel. Je ne sais pas si quelqu'un a parlé avec le DJ. On sait tous qu'il était absent. Comme je disais, j'ai pas beaucoup scouté Frandel. En fait, ça me sert à rien d'en parler en long et en large. Sinon, je relaterai ce que j'ai lu. Puis ça, au pire, je le ferai peut-être un petit vidéo, un petit audio après le repêchage de la Ligue nationale, en parlant davantage de ce que les revues, elles, ont vu sur le joueur. Fait que, bon, on va accélérer le processus. En plus, le DJ ne l'a pas vraiment repêché. Il va peut-être revenir sur la petite saga. Au départ, on se demandait, on suit-tu la liste CSS, donc Jake O'Brien aurait dû être pris. Ensuite, aller suivre la consolidation. C'était Anton Frandel. Je pense vraiment aller voter sur le forum, dans l'onglet en bas, règlement. Il y a un petit sondage qui a été... Ben, c'est pas un sondage, mais un petit brainstorming qu'on fait de groupe. Là. Bonne initiative, je pense que c'est Simon qui l'a fait. Ça serait le fun que tout le monde aille voter ou du moins donner son idée là-dessus. Moi, personnellement, je le répète, le DJ devrait perdre au moins 5 à 10 rangs, puis ensuite on prend en première ronde le meilleur de la consolidation. J'ai pas de problème avec ça. Deuxième ronde, je suis discutable ce qu'on fait avec ça. À partir de la troisième ronde, à mon avis, le DJ devrait juste perdre ses choix. Parce que, question de principe, là, question de ne pas voler. Parce que oui, c'est vrai que mon choix, moi, était Jake O'Brien. Même si Frandel était encore là. Moi, je voulais Jake O'Brien ou Martin. C'était les deux gars que j'hésitais. Mais j'ai pas parlé pendant le repêchage. J'ai vu le monde discuter. Je voulais pas parce qu'après, je voulais pas être blâmé pour quoi que ce soit pour la prise de décision. Fait que voilà pour ça. Au septième rang, mon équipe, les Jets, j'ai repêché Jake O'Brien. Comme je disais, j'ai beaucoup hésité avec Martin. Martin, c'est l'effet wow. Jake O'Brien, c'est un joueur que j'ai scouté peut-être une vingtaine de fois. On va vérifier. O'Brien. Puis c'est pas un gars que je suis blindside, que je suis blind. Je l'adore, je l'adore. J'aime beaucoup sa vision, j'aime ça, mais il y a un gros défaut. C'est pour ça que je suis pas sûr encore que ça a été mon bon choix. Voici sa fiche, 20 fois j'ai scouté, two-way mentality, c'est-à-dire à égalité numérique, vous avez sûrement vu les statistiques passer. Je pense en powerplay, il est numéro 1 dans la OHL, mais à égalité numérique, il n'est même pas dans le top 50 pour la production. Toutefois, bon, il jouait sur un deuxième trio, derrière le Big Tree qu'il avait dans son équipe, mais c'est ça.
Sa vision est élite, son two-way. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Pour le two-way mentalité, à égalité numérique, j'ai l'impression qu'il jouait vraiment sur les talons, c'est-à-dire qu'il restait shutdown tout le temps. Il laissait ses alliés. Moi, j'ai bien aimé quand il jouait avec Van Acker, un joueur que j'appréciais pas tant l'année de son repêchage, l'année passée. Mais que finalement, c'est un gars avec la hang, c'est un gars le long des bandes qui est intéressant. En tout cas, tout ça pour dire qu'il ne jouait pas avec des top élites. O'Brien à égalité numérique, mais son trio faisait très bien, souvent en évoluant face au meilleur trio adverse. Je l'ai marqué responsable justement pour ça. Il a un bon stick handling, il drive le net, puis il a un QI. Négatif, son pourcentage de shot est vraiment désastreux. Ça, il va falloir qu'il règle ça. C'est peut-être pour ça justement qu'il y a une first pass mentality. Je l'ai vu vers la fin de la saison, là, en saison régulière. Il arrivait un contre un, il commençait à déborder légèrement. Il allait presque mourir dans le coin pour attendre la deuxième vague qui s'en venait en attaque pour faire une passe. Ça, je trouvais ça un petit peu décevant. C'est ce qui me fait peur un peu. Ce que ça me fait penser, c'est Ryan Johansson. Pour moi, même si c'est mon choix, ça a été réfléchi. J'ai peur qu'il devienne seulement Ryan Johansson. C'est-à-dire 2-3 bonnes saisons de 60-65 points et ensuite qu'il devienne un two-way de troisième trio. Là. Puis ils ont à peu près la même shape, je crois. Peut-être Johansson était 6 pieds 3, 6 pieds 4, là, je suis plus certain. Mais Ryan Johansson, je me rappelle, je l'aimais beaucoup. Mais j'étais sur mes gardes sur certains aspects. Jake O'Brien, c'est un petit peu la même chose. Dans les côtés négatifs, il est prévisible avec la POC. Ça va vouloir tout le temps passer, à un moment donné. Surtout côté Ligue nationale, mais quand il va devenir professionnel, ça va être facile à contrer. Sa vitesse s'est améliorée durant l'année, mais à un moment donné, dans le temps des fêtes, j'ai remarqué la manière qu'il patinait, c'était comme réfléchi, c'est bizarre de dire, mécanique. Ouais, plus mécanique. J'ai lu dernièrement, là c'est un petit aparté que je fais, là, j'ai lu comme quoi qu'on avait demandé après les fêtes de changer sa mécanique de patin. C'est peut-être pour ça. Tandis qu'en série, il s'est amélioré. Son patin était un peu plus croche, mais il patinait mieux. Il patinait plus vite. Fait que c'est peut-être juste une question d'habitude dans son cas. Ses décisions sont lentes. Ça, c'est un autre problème, comme beaucoup de jeunes. Il est très mauvais des face-off. Ça, j'ai été étonné. Un collègue qui suit beaucoup aussi le junior, me disait que non. Pourtant, il y avait des bonnes stats. Moi, j'ai pas checké les stats. J'ai checké les games que je regardais. Puis je trouvais que les mises en jeu importantes, il les perdait souvent. Puis il était régulier. Mais à 2 fois sur 20 games, c'est quand même pas pire. Comparable Ryan Getzlaff, Ryan Johansson, comme je disais. Là. A priori, j'adore Brian, mais son patin m'empêche de le voir safe top 6. Semblait s'améliorer. Bon, je reviendrai pas là-dessus, c'est mon joueur, je le connais. Puis je vais pas faire un show trop long. Bon, on est déjà à 22 minutes. C'est déjà beaucoup plus que je pensais. Fait que ça va être 7 joueurs pour le premier show. On va essayer d'en mettre au moins 10 ou 12 pour le prochain. Une dernière chose que je veux montrer pour Brian. Non, ça ne sera pas pour Brian. Ça va être pour une autre fois. Fait que c'est ça. Qu'on se revoit dans pas trop long. Je ne suis pas encore sûr si je vais tout mettre les épisodes disponibles one shot ou attendre, par exemple, une par journée ou un par jour ou 1 ou 2 jours. Là. En tout cas, c'est à voir si j'ai le temps d'enregistrer le prochain. Merci, salut boys.